À la une ce soir. Il a fait une bonne job, mais on a des responsabilités plus larges comme un dirigeant d'une organisation. Les jours de Michael Rousseau chez Air Canada sont comptés. Le PDG quittera pour la retraite. Il nous méprise, même pas capable de faire 2 mots de condoléances pour un employé qui est décédé. Bon débarras. D'ex-membres de la mission de l'Esprit Saint dénoncent la lenteur de l'enquête du ministère de l'Éducation. J'ai écrit à tel jeune. J'ai dit, moi, si on vient pas me chercher ce soir, je vais me suicider. J'ai dit, c'est simple. J'ai dit, tu viens me chercher ou je me tue. Et des images exclusives d'une autre classe clandestine. Aussi, ce soir, Céline Dion annonce son grand retour sur scène après 6 ans. Je vais avoir la chance d'aller vous voir et de pouvoir encore chanter pour vous à Paris. Il est 17h, voici votre nouveau info. Bonsoir tout le monde, bon lundi. Alors, le PDG d'Air Canada quittera finalement les commandes du transporteur aérien. Est-ce la tempête linguistique autour de son message de condoléances, essentiellement en anglais, qui a eu raison de son poste? Eh bien, ça serait difficile de ne pas faire le lien. En tout cas, Michael Rousseau, dont la démission a été vivement réclamée à l'Assemblée nationale, annonce sa retraite pour septembre. Jean-François, donc, Air Canada promet maintenant que son remplaçant sera bilingue. Ce sera un des critères, Michael Rousseau, qui va prendre sa retraite, donc d'ici la fin du mois de septembre. Du côté d'Air Canada, on nous dit qu'on était déjà à la recherche de quelqu'un pour le remplacer depuis le début de l'année. Maintenant, dans un communiqué, on dit en gros que oui, ce sera un critère important. Donc, on dit que la capacité de communiquer en français sera examinée donc dans le processus pour trouver un nouveau candidat. Et ça, on peut être certain du côté de Québec également. On va surveiller ça de près. Le premier ministre François Legault, qui salue la décision du PDG, dit que Air Canada devra s'assurer que le prochain PDG parle français. Même chose du côté du chef libéral, Charles Milliard, qui dit que le prochain PDG devra être bilingue. D'autres réactions également. On se souvient que du côté du Parti québécois, on n'avait pas nécessairement demandé sa démission, mais on avait donc souhaité quand même qu'il parte parce qu'on croyait que ça n'allait pas se faire. Voici quelques réactions recueillies aujourd'hui. C'est absolument essentiel que son successeur est bilingue. Il a fait une bonne job techniquement comme PDG, mais on a des responsabilités plus larges comme un dirigeant d'une organisation. Bon débarras, ça fait 5 ans que cet homme-là nous niaise et il représente pas juste lui-même, là, c'est pas juste parce qu'il regarde et il méprise les Québécois. Il représente une élite économique anglophone qui se croit tout permis. Michael Rousseau, c'est le symptôme, c'est pas la cause. Le Canada, de façon générale, il évolue dans le sens que l'anglais soit à peu près l'unique langue. La gouverneure générale ne parle pas un mot de français, elle n'a pas envie d'en apprendre non plus. Donc, c'est à propos du régime fédéral, bien plus que Michael Rousseau. Maintenant, Jean-François, nouveau sondage maintenant sur les intentions de vote. Le Parti québécois et le Parti libéral sont à égalité? 33 % pour les deux partis. Donc, ce sera intéressant à suivre. Également, là, du côté des francophones, le Parti libéral est à 23 % contre 41 % pour le Parti québécois. Ça peut être surprenant. Et un chiffre également à surveiller de près, 9 % pour la CAQ, qui est en train de se choisir un nouveau chef pour remplacer François Legault. Merci beaucoup, Jean-François. En Iran, maintenant, alors que le conflit entre dans son 2e mois, les frappes se multiplient. Washington assure tenir des négociations avec Téhéran par l'intermédiaire d'Islamabad et promet en même temps d'anéantir l'île de Khark. C'est une toute petite île iranienne d'à peine 24 km². Tout de suite, on va faire le point avec le spécialiste en politique américaine, Frédéric Gagnon. Bonsoir. Salut Marie-Christine. D'abord, parle-moi de cette île, l'île de Khark. Pourquoi est-elle aussi importante dans ce conflit? Bien, c'est important, là, c'est à 20 km à peine de la côte iranienne. C'est au nord-ouest du détroit d'Ormuz, dont on parle beaucoup, qui est bloqué en grande partie en ce moment. Et l'île de Khark, mais 90 % du pétrole iranien exporté dans le monde part de là. Donc, c'est sûr là, que si Trump met ses promesses à exécution, il disait sur Truth Social ce matin qu'elle allait peut-être détruire cette île-là. C'est sûr que ça aurait des impacts considérables sur la géopolitique du pétrole dans la région et sur la hausse du prix de l'essence qui est déjà considérable. Oui, puis maintenant, bien, au sujet des négociations, le flou persiste encore à cette heure-ci.
Ouais, Trump est super optimiste, Marie-Christine, mais les choses piétinent. L'Iran et les États-Unis ne s'entendent pas en ce moment sur les concessions qui seront faites pour assurer un cessez-le-feu dans cette histoire-là. Parmi les demandes de Trump, il y a encore et toujours cette promesse de l'Iran qu'elle accepterait d'interrompre son programme nucléaire, des limites sur le développement des missiles balistiques aussi. L'Iran veut pas accepter ça et exige déjà que Israël et les États-Unis cessent à toute fin pratique les frappes qu'on observe en ce moment. Donc, les deux parties sont loin de s'entendre malgré l'optimisme de Trump en ce moment. Oui. Puis il y a la Turquie, qui est membre de l'OTAN, qui a intercepté un 4e missile tiré depuis l'Iran. Est-ce qu'on se rapproche, selon toi, de l'implication de l'OTAN dans ce conflit-là? Bien, la Turquie ne le souhaite pas, les membres de l'OTAN non plus, mais c'est sûr que s'il y avait frappe directe contre un membre de l'OTAN, en principe, les autres membres de l'OTAN devraient, en vertu de la Charte de l'OTAN, venir à la défense de ce pays qui sera attaqué par l'Iran. Évidemment, ce serait catastrophique pour la géopolitique mondiale. Ça voudrait dire que le conflit n'est plus seulement régional, qu'il devient mondial. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, mais c'est clair que c'est un événement à surveiller. Et on a vu ça déjà au cours des dernières semaines, des missiles qui avaient failli frapper la Turquie. C'est clairement à surveiller au cours des prochaines heures, des prochaines jours. Puis il y a aussi Madrid qui tient tête à Washington depuis le début du conflit. On a une nouvelle démonstration de ça aujourd'hui. L'Espagne qui ferme son espace aérien aux avions américains impliqués dans cette guerre-là. Est-ce qu'on peut s'attendre à des représailles américaines? Ben, Trump n'aime pas le premier ministre Sanchez. Hein? C'est pas la première fois qu'ils ne s'entendent pas dans ce dossier-là. Et Trump avait promis de rompre à toute fin pratique le commerce avec l'Espagne. Je surveille le Truth Social de Trump. Je m'attends à ce qu'il y ait une réplique de la part de Trump qui n'aime pas, évidemment, se faire attaquer personnellement. C'est à surveiller. Mais l'Espagne souhaiterait évidemment qu'il y ait d'autres membres de l'Union européenne, d'autres pays qui emboîtent le pas. Pour l'instant, elle est un petit peu seule, mais c'est clairement une opposition très, très ferme à la politique de Trump pour l'instant. Frédéric Gagnon, merci beaucoup. Merci. Cette année, je vais recevoir le meilleur cadeau de toute ma vie. Je vais avoir la chance d'aller vous voir et de pouvoir encore chanter pour vous à Paris à partir de cet automne. C'est confirmé, Alex. Céline qui nous offre pour ses 58 ans un retour sur scène. En fait, oui, c'est son anniversaire à elle, mais c'est un cadeau qu'elle offre aux fans. Donc, c'est confirmé. Il y aura 10 spectacles à Paris dès milieu septembre jusqu'à milieu octobre. On connaît les dates. On ne connaît pas encore tout à fait la procédure. Et ça a commencé cette nuit, hein, parce que la Tour Eiffel s'est illuminée en bleu. Elle s'est mise à chanter des chansons de Céline Dion. Les gens étaient déjà là pour attendre l'annonce. Il y avait même un décompte dans un écran. Et là, c'est fait. Elle a annoncé partout sur ses réseaux son retour. Et vers 17h47, je vais vous expliquer la procédure et je vous le dis tout de suite, armez-vous de patience. Ça sera pas facile. Merci beaucoup, Alex. Je retrouve tout à l'heure avec tous les détails. Maintenant, il y a une nouvelle qui vous fait peut-être réagir aujourd'hui, un sujet d'enquête à nous transmettre. Je vous invite à m'écrire. Vous voyez présentement mon adresse à l'écran, mc.bergeron@nouveau.info. Les pharmaciens de la province sont en colère. C'est qu'un amendement a été déposé par Québec solidaire pour modifier la loi 15. En fait, le gouvernement pourrait, avec cette mesure-là, plafonner les honoraires facturés par les pharmaciens aux assureurs privés. Donc, les pharmaciens craignent sur un impact sur leurs revenus, mais aussi sur leurs services. Les détails avec Étienne Ouellette. Le problème, c'est que ça vient nous créer une grande insécurité financière. Si le gouvernement vient légiférer sur nos honoraires aux assurances privées, automatiquement, puis là, on ne sait pas de combien, on ne sait pas quand, il n'y a aucune négociation par rapport à ça. Comment voulez-vous emprunter? Comment voulez-vous investir? Comment voulez-vous développer si on ne sait pas si demain matin, on va se faire couper et de combien? On ne demande pas plus d'argent au gouvernement, ça ne coûtera pas plus cher. C'est vraiment les honoraires qu'on facture aux assurances privées qui sont remis en cause. Le problème qu'il y a en réalité, c'est qu'il y a des pharmacies de spécialité qu'on appelle, qui sont les pharmacies basées à Montréal, pour les médicaments très dispendieux. Et via les programmes de support patient, les ordonnances sont dirigées vers ces pharmacies-là qui servent les patients. Et comme parfois, ils sont les seuls à servir ces médicaments-là, qui coûtent des fois jusqu'à 100 000 $, ils chargent des honoraires totalement déraisonnables. Et c'est ça, dans le fond. Fait que j'ai l'impression que l'intention était de dire qu'on veut réglementer les honoraires, peut-être des pharmacies un peu plus comme ça. Il faut le mentionner aussi,
aussi, les pharmaciens parviennent, dans certains cas, à prendre en charge certains dossiers qui viennent désengorger les urgences. On nous demande d'en faire plus. Puis pour ça, il faut se transformer. On ne peut pas juste dire « Ah, ben c'est bon, on va rajouter un pharmacien ». Non, on manque de pharmaciens. Il faut former la main-d'œuvre, il faut restructurer nos pharmacies, il faut investir là-dedans. Beaucoup de pharmaciens sont prêts à le faire, puis on est conscient qu'il faut qu'on change notre modèle, mais il faut nous laisser les moyens de le faire. Il faut rappeler que les pharmaciens sont extrêmement accessibles. Vous rentrez dans une pharmacie, puis en quelques minutes, vous allez voir un pharmacien, même si vous n'êtes pas client là, même si vous achetez rien, ça ne vous coûtera rien. On est très accessible, on est disponible, on travaille pour le rester. Et ça a une valeur, ça. Et le problème, c'est que c'est aucunement quantifié. Donc, le gouvernement n'est pas capable de dire « Ah, bien, les conseils, on a tant de pourcentage de conseils faits par les pharmaciens. » Non, on ne le sait pas. Mais on en fait beaucoup pour le système de santé. On nous demande d'en faire plus. On est d'accord, on répond présent. Pour la suite des choses, les pharmaciens demandent au gouvernement du Québec de ne pas aller de l'avant avec cet amendement et de le retirer du projet de loi 15. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. C'était il y a 25 ans, le 28 mars 2001. 2000 policiers participaient à l'une des plus vastes opérations jamais menées contre le crime organisé au Canada. 140 arrestations et près de 300 perquisitions, principalement au Québec. L'opération Printemps 2001 visait, rappelez-vous, à mettre fin à la guerre des motards. Elle est toujours qualifiée d'historique. Et pour en parler ce soir, Yannick Dion, inspecteur retraité de la Sûreté du Québec et ancien directeur adjoint des enquêtes criminelles. Bonsoir, Yannick. Bonsoir. D'abord, bienvenue dans l'équipe de Nouveau Info en tant que nouveau collaborateur aux affaires policières. Merci, c'est un plaisir. À l'époque de Printemps 2001, Yannick, tu étais jeune policier. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a marqué dans cette opération-là dès le départ? Bien, Printemps 2001, moi, j'ai commencé ma carrière à cette époque-là. C'était une opération majeure. C'est quelque chose qui était sans précédent, qui n'avait jamais été fait ailleurs au Canada. Et puis, c'était vraiment mythique. Donc, c'est sûr que pour un jeune policier, c'était un peu le rêve des enquêtes. C'était un peu qu'est-ce qui était possible de faire avec la collaboration policière. Parce qu'il ne faut pas oublier que Printemps 2001, c'est la collaboration de la GRC, du SPVM et de la Sûreté du Québec et de nombreux autres corps de police aussi au Québec qui ont permis, en mettant ces efforts-là en commun, d'avoir un succès retentissant sur le démantèlement des chapitres des Hells Angels. Pendant qu'on voit M. Mom Boucher, dis-moi, comment Printemps 2001 a changé le visage du crime organisé au Québec? Bien, c'était quand même assez important comme changement du crime organisé, l'évolution qu'ils ont dû prendre par la suite, parce qu'on sait qu'au début des années 2000, l'ensemble des chapitres avaient été démantelés. La majorité des membres d'importance avaient eu des sentences, puis ont fait des longues peines de prison. Donc, ils ont dû se restructurer, se réorganiser avec les années, sous-contracter beaucoup de leurs activités, faire des alliances avec d'autres groupes criminels. On a vu des opérations majeures comme Mago Mastif, entre autres, ont démontré que la mafia avec les gangs de rue faisait des alliances pour gérer l'introduction de stupéfiants au Canada, la distribution au Québec et contrôler les territoires également. Donc, ça a nécessité pour eux vraiment une réorganisation en profondeur. Ouais. Mais il y a eu quand même Shark après qui s'est terminé en queue de poisson devant les tribunaux. Et aujourd'hui, les Hells sont quand même encore tout en puissance. Est-ce que ça sera possible d'avoir une fois pour toutes le contrôle de ce qui se passe dans le crime organisé? Bien, écoutez, le crime organisé, effectivement, les Hells Angels sont toujours dominants, possiblement. Vous savez qu'il y a des chapitres partout dans le monde, donc c'est une organisation qui n'est pas basée seulement au Québec. Ils ont des liens à l'international avec d'autres groupes qui peuvent les supporter. Je pense pas qu'on va pouvoir éradiquer complètement ces groupes-là, sauf qu'on peut avoir de l'impact, on peut les perturber, on peut maintenir une pression constante sur leurs activités. Puis c'est ce que les organisations policières font au Québec depuis plusieurs années. Yannick, je veux t'amener sur un autre sujet, sujet qui circule énormément sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Une policière qui se fait carrément enguirlander à Montréal par un homme. Je vous invite à écouter ce qui suit. T'es mon esclave. Genre, si je veux, t'es mon esclave. Sale chienne de merde. T'as dit 17? Mais sale pute, j'ai été pour ça il y a 2 jours. Donc, Yannick, c'est pas rare, j'imagine, quand on est policier, de se faire apostropher par un individu. Mais quand même, la policière ici a vraiment fait preuve d'une grande retenue, puis c'est ce qu'il faut, je pense. Là. Oui, c'est incroyable. C'est dans les premières fois que je vois la vidéo, effectivement, la policière était d'un calme exemplaire, d'une maîtrise exemplaire. Écoutez, c'est pas rare, effectivement, puis c'est ce qui est malheureux d'avoir des individus là, qui n'ont aucun respect envers l'autorité, puis
qui vont traiter les policiers et les policières de cette façon-là. C'est monnaie courante. Il faut que les policiers apprennent à composer avec ça. Effectivement, ils reçoivent une formation quand même qui est de qualité au Québec, donc qui leur permet justement d'avoir des comportements comme on a vu la policière, mais c'est inacceptable. Oui. Écoutez, c'est pas toujours évident non plus de garder son sang-froid dans des situations comme ça. Yannick, merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci, ça fait plaisir. Mieux traiter mort que vivant, c'est le titre de la nouvelle campagne de la SPCA de Montréal. L'organisme qui déplore que les animaux d'élevage n'aient pas la même protection que les animaux domestiques, comme les chats, comme les chiens. Alors, la publicité est vivement dénoncée par l'Union des producteurs agricoles. Les détails avec Maxime Dany. La campagne que la SPCA a lancée vise vraiment à susciter une réflexion et un débat d'idées dans la sphère publique au sujet de la protection dont bénéficient actuellement les animaux d'élevage, qui est quasi inexistante. Ici, on prend soin de ce qu'on mange. On cuisine avec amour. Alors qu'au Québec, aucun règlement n'encadre leurs conditions de vie, les animaux d'élevage sont-ils mieux traités morts que vivants? Moi, je trouve ça choquant pour nous autres parce que ce n'est pas notre réalité, mais pas du tout. Chaque producteur agricole, on a un amour fou pour nos animaux. Jamais qu'on va laisser nos animaux d'une manière les faire souffrir d'aucune façon. Cette nouvelle campagne n'a pas plu à l'Union des producteurs agricoles qui parle de désinformation faite par la SPCA. C'est inacceptable là, quand on a vu ça en tant que producteur. C'est un grand choc. Là. Au niveau des producteurs, le bien-être animal, ça fait partie de notre quotidien. Ça fait partie aussi de notre mode de vie. Là. C'est pour ça qu'on fait ça. Là. Nos animaux, on y tient à cœur. C'est une attaque directe à notre profession, à notre professionnalisme aussi en tant que producteur, productrice agricole. Un producteur laitier et porcin nous a ouvert sa porte pour nous montrer ses installations. Comme on peut voir, on a tout installé des matelas de rubber pour qu'ils puissent se promener, pour recréer au maximum l'effet d'être en package dehors. Le SPCA de Montréal, ce que je vois sur les médias, on dirait qu'ils sont déconnectés de la réalité, mais complètement. Moi, je les inviterais à venir faire un tour chez les producteurs agricoles, puis ils vont se rendre compte que ce n'est pas la réalité. Il y en a qui adorent se faire flatter, puis il y en a d'autres, c'est bien santeux. Une vache, c'est bien santeux. Elle pose une question, elle invite à une réflexion, à un débat public, puis c'est important de savoir qu'elle ne vise pas les agriculteurs comme individus. On est bien conscient que la plupart des producteurs ont à cœur le bien-être animal, ont des bonnes intentions, mais ce qu'on dénonce, c'est le système en place et l'absence de cadre juridique qui assure une protection adéquate à ces animaux-là. Le ministre de l'Agriculture, Donald Martel, a aussi réagi à cette nouvelle publicité. Il a répondu dans une déclaration écrite que le ton employé par la récente campagne est injuste et que ça ne reflète pas la réalité observée dans les fermes du Québec. Il y a plusieurs mécanismes qui font qu'on est vraiment le bien-être animal. Il faut s'y conformer aussi. Oui, on l'a à cœur, mais il faut aussi s'y conformer. Notre métier, on est des gardiens d'animaux. Et non pas, on ne se lève pas le matin en disant si on peut faire souffrir des animaux, ça va être le fun. Non, c'est le contraire. On aime la vie. M. Martel nous a aussi répondu qu'on demande aux Québécois de consommer des produits d'ici. On doit donc valoriser le travail de celles et ceux qui nous nourrissent. À Mauricie, Maxime Dany pour Nouveau Info. C'est Frédéric qui est à Trois-Rivières, Étienne à Saguenay. Mais je commence avec toi, Félix-Antoine, à Québec, parce qu'il y a des chevaux des écuries de la Rive qui ont été secourus il y a 3 semaines. Et là, il y a plusieurs personnes qui accusent les propriétaires de négligence. Et eux répondent maintenant par des moyens judiciaires. Oui, et pas des petits moyens judiciaires. Marie-Christine, on a pu consulter la poursuite envoyée par les écuries de la Rive. Oui, elle est épaisse. Elle est épaisse. 70 pages environ de commentaires Facebook qui ont été glanés, faits par Catherine Quentin, une ex-pensionnaire à qui on a pu parler d'ailleurs, et qui, comme plusieurs autres sur les réseaux sociaux, parce que ça pullule, on accuse ces propriétaires de négligence. Notamment dans les commentaires, on peut voir des messages où on mentionne que c'est un terrain inondable et que c'était un fait bien connu, là où les chevaux étaient retenus, qu'il y avait des enjeux récurrents d'année en année. Bref, on voit ça revenir à plusieurs reprises. Il y a 2 mises en demeure qui ont été envoyées par les propriétaires des écuries et une seule poursuite, celle que vous venez de voir. Donc, et on a pu parler donc à Catherine Quentin, lui demander un peu comment elle s'est sentie et comment elle a vu ce dépôt de poursuite lorsque c'est arrivé sur sa porte. J'avais aucune idée c'était quoi, mais j'étais quand même choquée. J'étais surprise, j'avais quand même peur. Moi, ce que ça me donne comme impression, c'est que
peut-être qu'on pourrait chercher à me faire taire ou que j'arrête de dire des choses qui pourraient être compromettantes pour eux. Moi, je suis convaincue qu'ils ont peur là, de moi, des preuves que j'ai. La Cour supérieure du Québec a donné une ordonnance d'injonction provisoire. Donc, essentiellement, on a demandé à Catherine, de façon temporaire, de supprimer les commentaires et de ne pas en faire jusqu'au 6 avril avant de voir la suite devant les tribunaux. Merci beaucoup, Félix-Antoine. Étienne, à Saguenay, 5 organisations nationales qui demandent au prochain gouvernement de prioriser les enjeux forestiers. Oui, un important front commun là, par ces organismes-là, ces organisations en fait nationales qui demandent là, au prochain gouvernement de faire de la filière forestière d'une priorité là, pour les prochaines années. On parle ici d'un régime forestier qui, on se le rappelle, un dossier là, qui est constamment, on dirait, là, en insatisfaction par rapport aux acteurs du milieu. On peut se rappeler justement l'été dernier des blocus forestiers, aussi plusieurs entreprises là, qui avaient en fait envoyé des messages clairs au gouvernement de la difficulté avec l'instabilité là, qui plane en Amérique du Nord avec nos voisins du Sud. Les 5 organisations ont des demandes assez claires. Là, on peut les entendre justement. On leur a parlé aujourd'hui plus tôt dans la journée. Il faut changer le régime forestier et sa presse. Donc, on demande au prochain gouvernement, ni plus ni moins, de faire de la forêt une priorité. C'était dans les discours de session, début de session parlementaire. Le premier ministre n'a jamais prononcé le mot forêt, puis j'ai écouté chacun des discours religieusement. La sylviculture, c'est notre domaine, c'est notre travail, on connaît ça, puis on veut être capable d'amener notre expertise puis de donner notre expérience. Alors, il faut le mentionner, là, plus tôt aujourd'hui, à ce rassemblement-là, il y avait aussi la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lafitte qui était présente là, pour mentionner un peu là, les impacts d'un bon régime forestier, en fait, selon eux, d'une refonte là, de ce régime forestier-là. Reste à voir dans les prochains jours là, si le prochain gouvernement, pas dans les prochains jours, mais dans les prochains mois, si le gouvernement va finalement refaire là, cette refonte. Merci beaucoup. Frédéric, à Trois-Rivières, maintenant, l'abattage de plusieurs centaines d'arbres contaminés par la grille du frêne a commencé dans les parcs. Là. Comme partout au Québec, la ville de Trois-Rivières là, est prise avec cet insecte là, qui ravage les frênes. Depuis 2018, la ville de Trois-Rivières a dû abattre 1300 arbres. Et à l'échelle du Québec, on parle là, de dizaines de milliers d'arbres qui ont dû être coupés en raison là, de cette épidémie. Dans les derniers jours, la ville de Trois-Rivières a lancé sa grande opération dans laquelle elle doit couper là, 400 frênes dans plusieurs de ses parcs publics. Ce sont des arbres qui sont soit morts, soit dans un mauvais état. Et ça peut être dangereux puisque l'arbre ou encore ses branches là, peuvent tomber. La ville doit alors les enlever. Malheureusement, on parle d'arbres qui sont près d'être centenaires. L'insecte se promène entre le bois et l'écorce, puis il mange le cambium, puis il fait des genres de petits labyrinthes qui fait que ça coupe la sève. Pour éviter d'avoir une déforestation, la ville, ce qu'elle fait, c'est qu'elle plante d'autres arbres sur son territoire, mais d'autres essences pour avoir une résilience de sa canopée un peu partout. C'est sûr que c'est pas des arbres aussi matures puis aussi gros que ceux qu'on a à battre, mais en prenant un peu d'avance, ça fait en sorte que dans quelques années, les gens vont retrouver leur forêt urbaine. Malheureusement, la ville ne dispose d'aucun moyen là, pour sauver ces arbres infestés. Merci. Voici ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure. Québec solidaire annonce vouloir faire de l'habitation l'enjeu principal de sa prochaine campagne électorale. On reçoit la co-porte-parole Ruba Gazal. D'ici 2030, plus de 200 000 personnes âgées seront confrontées à la solitude et l'isolement. Rencontre avec l'organisme Les Petits Frères. Et après avoir signé 3 victoires en autant de matchs, Yacoub Dobèche nommé première étoile de la semaine dans la LNH. Mais d'abord, ça va faire 6 mois que le ministère de l'Éducation a lancé une enquête sur la mission de l'Esprit Saint. C'était après le témoignage d'une ex-membre de Joliette qui nous confirmait que les enfants du mouvement étaient encore éduqués dans des classes clandestines. On a relancé le ministère à plusieurs reprises pour faire un suivi, mais on nous répond chaque fois que l'enquête est toujours en cours. Mais pendant ce temps-là, il y a des enfants du mouvement, des adolescents du mouvement sectaire qui m'écrivent personnellement pour dénoncer l'organisation religieuse et même leurs parents. Julie, tu n'as pas encore 18 ans, donc tu es sous protection de la DPJ. Je dois préserver ton identité. Dis-moi, raconte-moi un peu ton parcours scolaire au sein de la mission de l'Esprit Saint. De ma première année, en fait, jusqu'à mon secondaire 3, j'ai fait l'école dans des sous-sols.
On était à peu près 6-7 personnes. En mi-troisième année à peu près, ma mère trouvait que c'était trop risqué de justement se faire prendre ou des choses comme ça. Alors, elle m'a ramenée à la maison. Quand tu dis que tes parents savaient qu'ils pouvaient se faire prendre, c'est qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose de pas correct dans l'éducation qu'ils vous offraient, là? Et 100%, ils savaient que qu'est-ce qu'ils faisaient, c'était illégal, qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça, qu'ils étaient censés nous envoyer à l'école, mais ils le faisaient pas. Il y a une madame qui venait chez nous faire l'école à moi et mon frère dans mon sous-sol. Après mon primaire, la madame ne venait plus chez nous. Donc, à partir de secondaire 1, tu t'es éduquée toi-même? Exactement. À quel âge tu as décidé de quitter, puis comment ça s'est passé? À l'âge de mes 13 ans, ça faisait un mois que j'avais 13 ans à peu près. Un jour où ma mère était partie avec mes sœurs, j'ai décidé d'appeler le Centre de protection de la jeunesse, ADPJ. Puis j'ai expliqué ce qui se passait. J'ai dit, moi, je pense que je suis dans une secte, la violence psychologique, le manque d'éducation, un mélange de tout ça. Puis pendant une semaine, j'ai pas eu de nouvelles. C'est 6 jours après, j'ai écrit à tel jeune. J'ai dit, moi, si on vient pas me chercher ce soir, je vais me suicider. J'ai dit, c'est simple. J'ai dit, tu viens me chercher ou je me tue. J'étais tout seul avec mes parents et j'ai passé la nuit chez mes parents. Et c'est le lendemain que la DPJ est venue à la maison pour dire, OK, là, c'est assez. C'est comme si ton seul signalement, en fait, tu t'es signalé toi-même puis on t'a pas écouté. Exactement. Donc là, tu as réussi à intégrer l'école publique. Comment ça s'est passé? Oui, ça a été très dur parce que j'avais pas de code permanent. J'avais aucun dossier au ministère de l'Éducation, j'avais rien. Puis là, tout le monde me dévisageait. Les gens étaient méchants avec moi. Les gens se moquaient de moi parce que j'avais un nom de la secte, justement. Je vais te montrer une vidéo que j'ai reçue de la part de quelqu'un qui est encore dans la mission de l'Esprit Saint d'Anjou, une jeune fille qui veut sortir, mais qu'elle n'arrive pas à savoir comment faire parce que c'est complexe. Je veux que tu me dises, toi, est-ce que c'est ce que tu as vécu? Parce qu'on voit, dans le fond, une classe. Ici, c'est mon bureau de travail pour qu'on travaille ensemble. Ensuite, on a toutes des pupitres attribués à tout le monde. Ici. Donc, ça ressemble vraiment... C'est pas de l'école à la maison, c'est vraiment des classes clandestines, selon toi. Oui, exactement. On était dans le sous-sol. Il y avait le bureau du professeur, les pupitres. C'était pas mal ça, ce que j'ai vécu. J'ai fait une entrevue avec le premier ministre François Legault qui me disait, est-ce que ça se fait vraiment encore aujourd'hui? Mais non, on le sait que ça se fait encore aujourd'hui. Toi, tu le sais aussi? Oui, je pense que ça l'arrêtera pas. Sans intervention, il n'y aura pas de changement. Mais qu'est-ce que tu aurais le goût de dire à la ministre de l'Éducation puis au gouvernement? Bien, il faut que ça change. Parce que moi, je pense que si j'aurais été à l'école, on se serait peut-être pas autant moqué de moi qu'on l'a fait. Puis, je suis vraiment triste de ne pas avoir eu la chance. Puis, je pense que on peut sauver des vies en faisant ça parce que ça peut mener à des idées noires et tout. Simplement, le fait d'aller à l'école, ça peut te donner envie de vivre. La co-porte-parole de Québec solidaire est avec nous ce soir, Ruba Gazal. Bonsoir. Bonsoir. Réaction à ce témoignage, encore une fois, troublant, poignant. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire, pourrait faire pour aider ces jeunes-là qui sortent d'un mouvement où ils ne reçoivent pas une éducation adéquate? C'est épouvantable une jeune fille de 13 ans, c'est une enfant qui doit se protéger elle-même, c'est-à-dire que c'est un échec collectif de notre société de ne pas avoir été capable de la protéger. Le gouvernement, la ministre doit voir ça. Elle peut pas juste... Ça fait quoi, 6 mois qu'ils font une enquête? Ils enquêtent sur quoi? Pendant ce temps-là, les enfants sont pas éduqués, c'est illégal. En ce moment, il y a une loi là, qui existe pour l'école à la maison. Ce qu'on a vu ici dans le reportage, c'est pas de l'école à la maison. La loi, il faut qu'elle change pour y donner plus de mordant. C'est sûr que la ministre... Sonia Lebel, moi, je l'interpelle là, pour qu'elle réagisse. Le premier ministre ou le prochain premier ministre, il faut qu'il réagisse. On ne peut pas accepter cette situation-là dans notre société, le Québec de 2026. Oui. Parce que ça fait longtemps, en plus, que ça dure. On va suivre ce dossier-là de très près. Je vous le confirme. Je veux parler avec vous de pénurie de logement parce que Québec solidaire veut en faire son enjeu principal lors de la prochaine campagne. Qu'est-ce que vous annoncez aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, on annonce qu'on va mettre en place un plan ambitieux avec beaucoup de mesures. C'est pas la première fois qu'on parle de la crise du logement à Québec solidaire. On en a fait des mesures. Je dis même que des fois, on a eu plus de succès que le gouvernement de la CAQ qui a abandonné les locataires au marché locatif qui est un véritable Far West. Donc, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est un plan. Un gouvernement de Québec solidaire va mettre en place un plan sérieux. Première mesure de ce plan-là, c'est de réformer le TAL, le tribunal administratif du logement. En ce moment, et le locataire et les propriétaires, quand ils font appel
appel à ce tribunal-là, les délais sont extrêmement longs et c'est totalement inacceptable. Donc, on rehausserait son financement de 7 millions de dollars pour pouvoir répondre à l'appel comme dans le passé. Et aussi, mais ça ne donnera pas des logements rapidement? Non, pas du tout. On ne pourra pas régler la crise en un tour de main. Ça fait 30 ans que le gouvernement actuel, mais les gouvernements précédents du Parti libéral, du Parti québécois, ont fait en sorte qu'il y a eu un désinvestissement. Le fédéral aussi. Ils ont enlevé leurs mains du logement. Il y a moins de logements abordables que les familles sont capables de se payer. Et on se trouve aujourd'hui dans une crise où tout coûte cher. Le loyer, l'épicerie, tout coûte cher. Mais concrètement, rapidement, qu'est-ce qui peut être fait pour aider justement l'accessibilité au logement? Bien, il faut construire plus de logements abordables. Abordable, ça veut dire que les gens sont capables de se payer hors marché. Il faut aussi déterminer la vraie cause. La vraie cause, là, c'est pas l'immigration comme la CAQ ou le Parti québécois nous disent. C'est des spéculateurs immobiliers qui profitent de la crise pour s'en mettre plein les poches, puis c'est le pauvre monde qui paye. Il faut répondre, geler les loyers à l'inflation. Un gouvernement de Québec solidaire, là, première mesure, on gèle les loyers à l'inflation. On réforme le TAL. En ce moment, là, en un clic de main, là, en Google, un propriétaire peut faire une recherche puis voir qu'un locataire a contesté, par exemple, sa hausse. Même s'il a gagné. Donc, il a gagné, il y a eu gain de cause. Ça anonyme. Anonyme, absolument. C'est une mesure simple là, qui ne coûte rien au gouvernement. C'est plein de mesures, mais ce qui est important, c'est d'avoir une vision à long terme et arrêter le Far West dans lequel se trouve le loyer en ce moment. Merci beaucoup, Mme Gazal, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Salut Yves! Salut Marie-Christine. Alors, départ prématuré peut-être à la retraite de Michael Rousseau. C'était peut-être dans ses plans, finalement, de partir. Prématuré, il y en a qui diraient que ça fait longtemps qu'il aurait dû partir. Je ne sais pas exactement ses plans de retraite, mais disons que c'est un curieux hasard. Alors, non, il n'avait plus le choix, Marie-Christine. C'était la seule chose à faire. Pas seulement à cause de l'événement, de l'incident de la semaine dernière. Il ne faut pas oublier qu'en 2021, il y avait un engagement. Alors, si c'est sérieux, si ça veut dire quelque chose, il faut que ça donne des résultats. Et puis, il dit, je ne suis pas capable d'apprendre le français. Je m'excuse. Je comprends que ça peut être difficile pour certaines personnes, pas tout le monde qui a le don des langues, mais si tu passes 300 heures là, pour apprendre n'importe quelle langue... On n'a jamais eu la preuve, hors de tout doute raisonnable, qu'il avait fait ces cours-là. Alors, donc, en fait, ce qui montrait dans la vidéo de la semaine dernière, c'est qu'il ne prenait pas ça au sérieux. Et puis, c'était une promesse simplement de façade pour sauver la face. Je vais apprendre le français. Puis finalement, il considère qu'il n'y en a pas besoin pour faire son travail. Oui. C'est pas plus compliqué que ça. Et il y a quand même d'autres PDG à la tête de fleurons québécois qui ne parlent toujours pas français et ça cause moins de scandales. Ben oui, d'abord, par exemple, l'ancien SNC-Lavalin, qui est devenu Atkins Realis. Bon, c'est un Britannique qui est à la tête de... Yann Edwards. Exact. Écoute, c'est parce qu'Air Canada, c'est pas n'importe quelle compagnie. D'abord, c'est une ancienne société de la Couronne. Donc, ça émanait du gouvernement fédéral. Ensuite, leurs services sont soumis à la loi sur les langues officielles. Donc, Atkins Realis, ils font des contrats d'ingénierie à travers le monde. Ce serait bien que cette personne-là parle français, mais là, Air Canada, c'est un symbole j'allais dire, d'unité nationale. Et en plus... les services sont rendus dans les deux langues et ils servent des clients au Canada, dans toutes les provinces. Ils reçoivent pas mal de plaintes aussi concernant justement les services qui ne sont pas toujours en français. Bien sûr. Alors, l'exemple vient de haut. Donc, ça a une portée symbolique qui se compare à peu près à aucune autre entreprise privée au Canada. Mais c'est quand même intéressant parce que Air France, celui qui dirige Air France, lui, c'est un anglophone qui a appris le français parce qu'en France, ça passerait c'est évident. Alors, il y a beaucoup de gens au Canada, malheureusement, qui pensent que c'est pas sérieux le bilinguisme dans les institutions à portée nationale et qui se disent, écoute, on va envoyer quelqu'un parler en français, faire un communiqué, mais on peut très bien vivre en anglais, comme il l'a dit lui-même et comme il le pense, de toute évidence. Et c'est une crise qui aurait facilement pu être évitée s'il avait fait simplement son message avec un télésouffleur, en français. Évidemment. Et donc, qu'il n'ait pas pensé à ça, ça le montre. Puis sur ce conseil d'administration, Marie-Christine, il y a des Québécois, bien sûr. Alors, eux, il y a de la pression sur eux pour réagir. Et ensuite, cette crise-là aurait continué pendant des mois et des mois. Donc, il y avait plus ou moins de choix. Bon. Merci beaucoup, Yves. À demain. À demain.
Qui a remporté la 6e saison de Big Brother Célébrité hier soir? On vous donne tous les détails dans un instant. Restez là. Au Québec, la solitude chez les personnes âgées est un enjeu grandissant avec le vieillissement de la population et de plus en plus d'aînés se retrouvent isolés, souvent dans le silence. Alors, des bénévoles se mobilisent pour leur offrir un accompagnement et un soutien. Reportage, Elliott Tremblay. Au Québec, on est la population qui vieillit le plus rapidement au monde, après le Japon. D'ici 4 ans, il va y avoir plus d'1 million de personnes âgées de 75 ans et plus, puis on estime que plus de 200 000 d'entre elles vont vivre dans la solitude. Bonjour, je m'appelle Armand Bastien. Je suis un réalisateur de télévision depuis 1959. Quand j'étais à TQS, j'ai rencontré plus de 250 centenaires. Et il y a un élément fort important concernant nos vieillesses, c'est qu'on va rencontrer des difficultés dans la vie, on va passer au travers. Faites-vous-en pas. Il y a un autre groupe, eux, c'est un petit shot le soir, un petit shot le matin. Chacun sa technique. Le vieillissement de la population québécoise exerce une pression énorme, entre autres sur le système de santé. Puis selon un sondage mené par l'organisme Les Petits Frères, il y aurait 95 % de la population québécoise qui estime que le gouvernement devrait en faire plus pour aider nos aînés à briser l'isolement. On est devant les bureaux des Petits Frères, puis on s'en va rencontrer la présidente directrice générale, Catherine Harel-Bourdon. Nous, on est un organisme communautaire qui fait de l'accompagnement puis qui vient, par ses bénévoles, répondre à ça, c'est-à-dire d'avoir une personne sur qui tu peux compter, qui est ton bénévole. Bonjour, je suis bénévole depuis 15 ans chez les Petits Frères. Fait que ça fait 15 ans que vous faites ça quand même. Oui. Initialement, pourquoi vous avez décidé de vous impliquer? Pour redonner aux prochains. Il n'y a pas juste les dentistes qui créent des sourires. J'ai retenu celle-là. Ouais. Puis on les crée beaucoup chez les Petits Frères. Ça doit faire 2 ans que je fais partie du programme. Moi, je suis seul au monde. Et les Petits Frères, ça permet de sortir de son cocon. Mais en même temps, moi aussi, je suis bénévole. Une fois par mois, une fois par 2 mois, je fais des projections de montages que j'ai faits concernant soit la musique, des humoristes, etc. Il y a Charles Aznavour, il y a Yves Montand, un autre ici, puis un autre là, puis un autre là, puis un autre là. Là, ça fait 2 ans au Québec que le nombre de décès surpasse le nombre de naissances. Donc, des aînés qui vont être seuls, il va y en avoir de plus en plus. Puis pas besoin de vous dire que solitude, bien, ça rime pas avec belle vieillesse, ni au sens propre, ni au sens figuré. À Montréal, Elliott Tremblay pour Nouveau Info. Excuse-moi, j'étais sûre. Tu pensais qu'on allait l'extrait tout de suite? J'allais chanter du Céline. Ben, chante-moi-en, je t'en prie. J'étais sur le point de chanter. Non, mais franchement, quelle belle nouvelle aujourd'hui. Oui. C'est confirmé, Céline qui fait encore un tour après 6 ans d'absence. Exactement, elle a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux cet après-midi. Donc d'abord en anglais, en français. Elle nous dit qu'elle est en forme, qu'elle chante bien, qu'elle danse même, qu'elle se sent prête à revenir sur scène, qu'elle a hâte, qu'elle est quand même un peu nerveuse. Donc, 10 concerts à l'automne à Paris. Ce sera les mercredis et le samedi entre le 12 septembre et le 14 octobre à la salle La Défense Arena. Donc, 40 000 personnes peuvent entrer. Bon, là, à partir de maintenant, on peut s'inscrire. Ça va se battre pour les billets. Oui, et c'est déjà parti. Donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 2 avril, vous pouvez aller sur le site de Céline Dion, vous inscrire pour la prévente. Je suis allé vérifier en ce moment, ça prend de la patience. Ah, oui? Alors, armez-vous de patience si vous voulez vous inscrire. Donc, ça va vous donner droit à la prévente qui aura lieu le 9 avril prochain. Et ce sera un tirage au sort. Donc, c'est pas tout le monde nécessairement qui va avoir accès à la prévente. Et le lendemain, le 10 avril... Mon Dieu, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et là, à partir du 10 avril, là, ce sera la vente générale pour monsieur et madame tout le monde. Bon, tu sais, à 40 000 personnes par concert, ça nous donne quand même 400 000 personnes. Oui. Il y a quand même de l'espace. Ceci dit, on a vérifié aussi et il pourrait y avoir de l'espace pour des supplémentaires parce que jusqu'au 31 octobre, à la Défense Arena, il n'y a absolument rien au calendrier. Donc, c'est possible qu'on rajoute des dates. Il n'y a pas 2 concerts de collés là, pour sa santé. Non, toujours les mercredis et samedis pour lui permettre de récupérer et avoir un temps de repos entre les deux. Alors, et sachez aussi que tantôt, juste avant d'entrer en ondes, je suis allée voir sur Le Parisien et il y a déjà une rumeur aussi d'un premier extrait, d'une première chanson en français, nouvelle, avec une collaboration de Jean-Jacques Goldman. C'était celle-là que je voulais chanter. Ben écoute...
Attends au 17 avril, tu nous donneras une primeur. Alex, maintenant, c'était la grande finale de la 6e saison de Big Brother Célébrité. Exact. Gabrielle, félicitations, Gabrielle! Tu es la grande gagnante de Big Brother. Oui, félicitations à Gabrielle qui a remporté haut la main avec presque tous les votes, sauf celui de Félix. On la félicite. Elle a joué vraiment presque une partie parfaite. Elle l'a mérité, son couronnement hier soir. Et d'ailleurs, dans le dernier challenge, elle a eu toutes les réponses. Et félicitations aussi à William Deslauriers, qui, lui, a été le coup de cœur du public. Et d'ailleurs, il y a une entrevue avec Gabrielle et notre ami Raphaël. Tout ça est sur le nouveau.ca. À voir. Merci. À demain, beaucoup. ma belle. Bye. Tu nous chanteras ça demain? Oui. C'est Andréane et Yannick que je retrouve ce soir. Salut à vous deux. Allô. Salut. Alors, un nom qui est sur toutes les lèvres depuis le match d'hier et depuis la dernière semaine, Jakub Dobeš. Oui, le gardien de but des Canadiens qui consolide son rôle de numéro 1 avec l'équipe vient de remporter la première étoile de la semaine dans la LNH et c'est plus que mérité. Il a stoppé des 104 tirs dirigés vers lui en 3 départs. 3 départs qu'il a remportés d'ailleurs, donc contribue de belle façon à cette séquence de 5 victoires du Canadien qui tranquillement consolide sa place dans le portrait des Est-ce que c'est le numéro 1? Est-ce qu'on peut dire ça ou pas encore? Oui. Tu peux dire ça à tes amis, là, sans problème. Oui. Et on voit des images du match d'hier contre les Hurricanes à Caroline. Andréane vient de le mentionner. Ça a été grâce à lui, en partie, si le Canadien a remporté ce match-là. Et c'était une 5e victoire de suite pour les hommes de Martin Saint-Louis. Première fois depuis 2017 que le Canadien remporte 5 matchs à la régulière. Quand même, hein? En 2017. Donc, c'est quand même assez important. Et là, la semaine qui s'en vient, ne sera pas de tout repos pour le Canadien parce que ça commence demain contre le Lightning de Tampa Bay. Le Lightning qui est au premier rang de la section Atlantique. Le Canadien qui n'a 4 points de retard sur le Lightning. Et ensuite, il y aura des matchs contre les Devils et les Rangers de New York, ou les Rangers et les Devils. Oui. 2 équipes qui sont éliminées du portrait des séries. Donc, le Canadien regarde devant et tu ne regardes plus derrière. Tu as vraiment ta destinée entre les mains. Si jamais le Canadien devait l'échapper, là, on peut utiliser le mot catastrophe. Mais ça n'arrivera pas. Soyons confiants. Il faut garder le cap. Maintenant, excellent début de saison pour les Blue Jays. Ils vont tenter de poursuivre sur leur lancée ce soir. Oui, ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu évidemment cette défaite en Série mondiale l'an dernier aux mains des Dodgers de Los Angeles. Ils ont repris le collier devant leurs partisans vendredi contre les A's d'Oakland et ça a été un retour réussi, un balayage. Donc, 3 victoires pour commencer cette saison. Maintenant, les Blue Jays de Toronto vont accueillir les Rockies du Colorado pour une série de 3 matchs. Ça commence ce soir du côté de Toronto. Et parmi les célébrations qui ont entouré le premier match de vendredi, mention honorable aux Blue Jays qui ont justement honorer la mémoire de Roger Brulotte, qui est décédé depuis une dizaine de jours. Roger, évidemment, qui a marqué l'histoire du baseball, tant à Montréal, mais également au Canada. Donc, une belle pensée pour les Blue Jays. J'attends l'expression « les esprits s'échauffent » qui a pris tout son sens entre des policiers et des pompiers de la région de New York. Oui, parce qu'il y a un événement annuel, un match de hockey entre les 2 départements et c'est toujours très intense. Et cette année n'a pas fait exception à 2 occasions, en première période et vers la fin du match. Je vous rappelle que ce sont des policiers et des pompiers. On a jeté un match amical? Oui, un match bénéfice, c'est ça. Absolument. Les policiers ont remporté le match 3-2, une première victoire en 10 ans contre les pompiers. C'est une tradition comme ça, un peu physique, n'est-ce pas, qui date de 1974. Hey, merci beaucoup d'émotion. À demain. Bye-bye, à demain. La saison de pêche au crabe est officiellement lancée dans le Bas-Saint-Laurent. Les bateaux ont pris le large tôt ce matin pour lancer leur cage. La météo les a empêchés de débuter plus tôt. La neige et le vent attendus dans les prochains jours pourraient ralentir leurs activités. Des négociations sont en cours pour établir la grille tarifaire des pêcheurs et le prix de vente au détail. C'est le retour de Céline, mais c'est aussi le retour de Michel ce soir au débatteur avec un tout petit rhume. On t'entendait tous. Mon micro est fermé. Bon, je l'ouvre. Bon, on entend ta belle voix un petit peu éraillée. Céline, elle, tu seras tout en voix pour reprendre, mais c'est le sujet des débatteurs ce soir. Oui, exactement, parce que c'est y a quelqu'un qui peut être contre?
Bien, attends un peu. Oui. Écoute bien la question. OK, parce que c'est officiel. Elle va venir à Paris pour une dizaine de spectacles. D'ailleurs, là, on peut déjà s'inscrire pour une pré-vente. Ça sera un tirage. Sur mon ordinateur, c'est en train d'évoluer. J'espère avoir ma place ce soir. Alors, c'est Paris qu'elle a choisi. Il y en a qui auraient peut-être aimé qu'elle choisisse Montréal parce que c'est ici que tout a commencé. Alors, notre question, c'est pour ou contre le choix de la France pour le grand retour de Céline Dion. T'en penses quoi, toi? Je suis partagée, je dirais. Ouais. Je n'ose pas me prononcer sur la question. Tu vois, j'ai à Paris pour aller voir Céline. Ben oui. Pourquoi pas? Oui, mais toi, tu peux, mais il y en a d'autres qui auraient peut-être aimé effectivement Exactement. là-bas. C'est intéressant. Alors, c'est la si question des du billets, débat ce soir. tu pourrais m'amener avec toi, par exemple. Je vais faire un tirage au sort. Oui, c'est ça. Moi. Hey, bon débat ce soir, mon cher Merci, Michel. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17h.